Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien. On va entamer ce week-end en beauté avec notre égérie du bien-être, le très sexy Ali Rebéi. Bonjour Ali. Bonjour Agathe, bonjour bonjour à tous. La gourmandise est-elle encore un vilain défaut et surtout, nous fait-elle forcément grossir? En tout cas, c'est sans retenue mais sans excès non plus qu'on va vous donner toutes les clés pour manger gourmand mais équilibré. J'ai l'impression d'être au Blue Lagoon là, avec ces petites lumières. Bon, en tout cas, pour éveiller vos papilles en ce début de week-end, on est ravis de retrouver ce matin encore notre brigade hors pair. Ah, c'est André? Ah non. Ah non. C'est Stan Manoukian J'oubliais. pour vous accompagner. Non, mais c'est-à-dire que maintenant que l'émission est à 9h25, évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour André Manoukian. Nous l'attendons. En tout cas, son autorité à lui, naturelle, ne fait plus débat. Le psychiatre 3 étoiles, Christophe André, est avec nous. Il se prépare en ce moment. Regardez, il a l'air très sérieux et c'est un petit peu le rempart du bon sens. Elle nous fait goûter avec clairvoyance sa vision du bien-être. La gastronome Elsa Wolinski est là aussi. Elle fait mijoter ses témoins à feu doux pour nous concocter de magnifiques reportages. Vous avez vu, j'ai écrit Oui, cette semaine. Marie-Treille, Stéphanie. Et puis donc, c'est toujours en musique normalement qu'on déguste son savoir, André Manoukian. Non, il n'est pas là, c'est Stan Manoukian. Et puis il y a également, puisqu'il se dédouble, le plus fidèle des commis du bien-être, Stan Gusman. Ah mais Stan! C'est moi. C'est incroyable. Et vous arrivez directement de Punta Cana en plus. Ça se voit grâce à votre chemise. Avant de commencer, Stan, on va vous demander de vider vos poches. Ouais, parce que pourquoi Stan, il est hyper gourmand. Très peu, regardez. Voilà. Ah ouais. Pas plus Ah ouais. que éventuellement. Ah ouais. Hop, Ah hop, ouais, attendez, ah ouais. c'est pas Alors, fini. le pire, c'est que c'est pas du tout un fake. Hein. Le gars, non mais vous transportez ça en permanence. Mais évidemment, C'est un minimum de survie pour vous. exactement. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour autant un vilain défaut? Eh bien, ce matin, on va vous apprendre à être gourmand sans culpabiliser et surtout sans vous frustrer. Regardez le menu de votre magazine Bien-être. Pour vous mettre en appétit, nous recevons le meilleur pâtissier du monde, le chef François Perret, qui a réinventé les pâtisseries d'hier en version allégée. Et grâce à ce génie, nous pouvons désormais prendre plaisir sans prendre de poids. Merci François pour nous accompagner tout au long de cette émission. Le grand nutritionniste Patrick Serrogue vient répondre à cette grande question. Est-ce qu'il existe un régime miracle où l'on peut manger du gras à volonté? Eh bien, écoutez bien, la réponse est oui. Le détail dans un instant. Et puis, on recueille le témoignage incroyable de Matou, qui a testé tous les régimes en vain, avant de comprendre que ses émotions jouent le premier rôle dans sa prise de poids. Ça s'appelle les kilos émotionnels et vous êtes peut-être concernés. En fait, moi, je mange les émotions. Je mange quand je suis triste, je mange quand je suis heureuse. À chaque fois qu'il y a une émotion plus ou moins forte, je sais que la nourriture va m'apaiser. Salut les amis. Avant d'ouvrir notre dossier, je vous propose de parler gourmandise à l'international et sans décalage horaire avec notre reporter culinaire Stan Gusman. C'est le tour du monde en 80 secondes. Oui Ali, 80 secondes d'image chrono pour vous parler de la neurogastronomie, cette science qui cartonne à l'étranger et qui postule que pour un plaisir gourmand, il faut solliciter ses 5 sens et pas seulement le goût. Et pour vous le prouver, on commence notre voyage là où tout a commencé, destination Shanghai. Laissez-moi vous inviter à une table dont l'endroit précis reste un secret bien gardé, l'ultraviolet du chef français Paul Perret, qui vous propose de stimuler tous vos sens lorsque vous dînez en accompagnant vos plats de projections vidéo, d'odeurs ou de musique. Alors imaginez que vous mangiez une huître grillée sur la BO du Grand Bleu, avec en arrière-plan la grande vague de Kanagawa et des senteurs d'iode qui vous entourent afin de booster les saveurs dans l'assiette. Alors d'après de nombreux scientifiques, cette expérience sensorielle exceptionnelle décuple le plaisir gustatif autant que le prix de l'addition, c'est vous dire, mais ce n'est pas la seule expérience neurogastronomique qui existe au monde. Et pour creuser le sujet, on file en Angleterre pour une nouvelle expérience culinaire et sensorielle basée sur l'ouïe. Ça s'appelle le slurping. Oui, amis misophones, prenez garde. Le slurping ou le sirotage en bon françois, une pratique qui consiste à faire du bruit en mangeant pour booster le goût des aliments. Un peu à l'image des œnologues qui font des gargarismes avec le vin pour en apprécier toutes les saveurs. Alors si en Occident, le slurping a toujours été considéré comme impoli, en Asie, il est impoli de ne pas exprimer son consentement par des petits bruits de bouche quand on est à table. Des chercheurs britanniques de l'université d'Oxford ont donc voulu savoir qui de l'Est ou de l'Ouest avait raison en tentant
présentant une expérience auprès de 207 volontaires. Alors, un premier groupe dégustait une soupe dans de grands bols en l'aspirant par lampée, quand l'autre groupe la savourait dans une assiette creuse avec une cuillère façon so British. Les résultats révèlent que la soupe a été évaluée comme ayant une saveur plus intense par ceux qui l'ont goûté bruyamment. Vous savez dorénavant quoi faire maintenant pour que vos enfants finissent leur soupe de légumes, du bruit, tout simplement. Allez, dernière escale de notre voyage sensoriel au pays de la neurogastronomie. On part en Turquie. Oui, exactement. Vous savez tout. La Turquie où réside Tuba Cekil, artiste pâtissière, qui a décidé de se jouer de notre vue avec des trompe-l'œil culinaires qui cumulent des millions de vues sur les réseaux. Par exemple, ce que vous allez voir, ceci, ce n'est pas une truite, mais un gâteau à la crème. Vous pensiez que ceci est un homard? Non. C'est une génoise aux fruits rouges. Vous voyez cette miche de pain bien cuite? Surprise, c'est une ganache au chocolat. Bref, ces productions sont tellement réalistes qu'il est difficile de les différencier visuellement, du moins, des vrais objets. Alors, de l'avis de ceux qui les ont goûtés, la vue de ces trompe-l'œil altère le goût originel des pâtisseries pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une, qu'on mange autant avec le palais qu'avec nos yeux ou nos oreilles. D'où ma question, Christophe. Pour terminer ce voyage, j'ai envie de vous la poser. Quelle est la réelle importance de nos 5 sens dans la perception du goût des aliments? Est-ce que la neurogastronomie est une vraie science? Alors, il y a beaucoup de recherches scientifiques sur ces histoires d'association des sens. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très fondé dans tout ça. Par exemple, on a montré que si je vous fais goûter du chocolat et que je vous demande, après avoir goûté ce chocolat, de choisir parmi des formes répandues sur la table, des formes plutôt rondes ou plutôt triangulaires, enfin anguleuses, si vous avez goûté du chocolat au lait avec une saveur douce, vous allez aller vers les formes rondes et le chocolat plutôt noir, un peu amer, vers les formes triangulaires. Et ça marche inversement, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a des études montrant que si on vous fait manipuler des formes arrondies ou bien des formes anguleuses et qu'on vous fait goûter ensuite le même aliment, c'était dans l'étude dont je vous parle, un morceau de fromage, si vous avez manipulé des formes arrondies, vous allez le trouver plus doux. Et par contre, les formes anguleuses, vous allez dire, il est corsé, il a du caractère. Donc en fait, il y a des associations très étroites entre tous nos sens et le goût. Et après, nos 5 sens, je ne sais pas ce que ça dit de la chemise de Stan. Est-ce que ça altère le goût? Est-ce que c'est mou ou est-ce que c'est bas? On vous trouve très sensible, un garçon très sensible. Non, cette Je chemise... ne m'aventurerai pas là-dessus, Ali. Non, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que vous sortez d'un petit cocktail sur la plage de Punta Cana, là, tranquille, en all inclusive et tout. Est-ce que ça me rend beau? C'est là la question. Vous êtes très beau, de toute façon, quoi que vous fassiez, Stan, vous le savez. En tout cas, merci pour cette entrée en matière. On va poursuivre avec notre plat de résistance, c'est le dossier du jour. La gourmandise est-elle un vilain défaut? Est-ce qu'on est obligé de grossir pour prendre du plaisir? Grande question. Ah ben le voilà. Mais oui, André. Mais oui, 9h25, c'est bien trop tôt. C'est pas grave, hein. Une émission de télévision, c'est pas grave que ça démarre pas. J'ai des problèmes d'espace-temps. Je crois que le mien est toujours plus... est en boucle et circulaire, mais en fait, il y a toujours 2 minutes qui manquent. Mais Bref. c'est marrant parce qu'en une phrase déjà, vous êtes pardonné. C'est vrai. Mais oui. Bon, Mais allez. du coup, est-ce que j'ai le droit de vous chanter une chanson? Oui, bien sûr. Pour une fois, je suis contente. Bon, allez, je vais vous faire un gros aveu. Une confession. Oula. Oh là, aïe, aïe. Je suis très gourmand. Voilà. Je sais, c'est un vilain défaut. Quoique, ce Mais bon non. vieux Maupassant affirmait que de toutes les passions humaines, la plus respectable lui paraissait être la gourmandise. Et des 7 péchés capitaux, la gourmandise est sans doute le vice que l'on révèle le plus facilement. Mais dans le même temps, l'époque nous ordonne de manger sain, de ne pas trop grossir, d'éviter le gras, le sucre, le gluten, le lactose. Bref, tous les ingrédients qui font un bon tiramisu, bien crémeux. Alors, comment jouir de ces papilles sans entrave? Est-il vraiment possible de se lâcher sur le saucisson, sur la tarte aux fraises? Est-ce qu'Agathe va pouvoir se lâcher, déguster sa tartiflette chérie sans culpabilité? Eh bien, on va essayer de vous dire tout ça ce matin. Toujours est-il qu'il y a une période pas si lointaine que ça, où l'on ne se posait pas ce genre de questions. Bienvenue dans le monde de Paul Bocuse en 1976. Aïe, aïe, aïe. Tous nos plats, ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein. Vous voyez, 5 litres de crème, ça dure pas longtemps chez nous. On passe une moyenne dans notre restaurant de 200 grammes de crème par client.
Alors, moi, je suis très gourmand de crème aussi. Ça, c'était le bon Ouais. temps. Ah là là, quelle Moi, je regrette embellie. cette époque de Paul Bocuse. quand Et maintenant, on même. n'a même plus le droit de bouffer un yaourt de brebis, quoi. Alors, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Christophe, En même temps, pardon Ali, mais Paul Bocuse, il a inventé un truc, c'est de servir des haricots comme ça, tout simple, avec du gros sel et tout. Paul Bocuse, gros maestro quand même. Christophe, sommes-nous naturellement gourmands? C'est inscrit Oui. dans nos gènes. Alors oui, moi je dis que oui. Et bien, moi aussi. Voilà. Merci. Oui, on est naturellement gourmand, mais l'être humain est naturellement attiré par ce qui lui fait du bien, par ce qui est bon, par ce qui est beau. Donc la gourmandise fait partie de notre équipement inné en tant qu'espèce. Alors après, le problème, évidemment, ce n'est pas la gourmandise, ce sont ces dérapages. Mais au meilleur, la gourmandise, on l'a vu avec Bocuse, débouche sur la gastronomie, qui n'est pas seulement l'art de se nourrir, mais l'art de se faire plaisir en se nourrissant. Donc il y a des très bons côtés aussi à la gourmandise. Ouh, je sens qu'on va se déculpabiliser ce matin. Donc, on va vous prouver, voilà, qu'on peut être gourmand sans mettre en danger sa santé. Qu'est-ce que c'est pas le pied en ce samedi matin? Mais d'abord, un petit peu d'histoire pour commencer. Est-ce que vous connaissez la différence entre gourmand et goinfre? Moi, je sais, gourmet. Non, mais attendez, ne dites rien, c'était un exercice rhétorique. Surtout qu'on a la réponse de l'historien de l'alimentation, le savant gourmand, Florent Kellier. Donc voilà. Il y a une différence nette entre le gourmet, le gourmand et le goinfre. Le gourmand désigne le péché capital de gourmandise, donc qui mange trop, qui mange salement, qui ne respecte pas les horaires. Donc gourmand, pendant tout le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, est vraiment un terme négatif qui désigne le pécheur. Vous avez également le goinfre, qui est une autre variante du gourmand, qui est celui qui mange salement. Sale goinfre est un pléonasme. Obligatoirement, le goinfre mange salement, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas les bonnes manières de table et qui va dégoûter ses convives. En revanche, si on prend le gourmet est un terme positif. C'est un terme qui vient de l'époque médiévale et ça désigne un valet. Le valet qui est celui qui est capable de définir, de tester la qualité du vin. Ce n'est qu'au cours du 18e et début 19e qu'on commence à valoriser un honnête gourmand qui aurait des compétences techniques, qui aurait le savoir-faire, qui aurait le bon vocabulaire pour parler correctement des mets et des vins. Et cette image du bon gourmand va donner naissance à la figure du gastronome. L'image du gastronome sera Brillat-Savarin. Il est l'auteur d'une seule œuvre, La physiologie du goût, publiée en 1826. Et vous avez parmi les aphorismes très connus de Brillat-Savarin le « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », qui est assez vrai quand on veut vraiment travailler sur les cultures de l'alimentation. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Christophe, comment imaginez-vous l'alimentation d'André Manoukian par rapport à sa personnalité, hein? Alors, André étant très susceptible, je vais y aller. Mais vous pouvez vous lâcher. Christophe. Non. En fait, moi, je compléterais quand même ça. Je crois qu'on pourrait aller plus loin, dire dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. Est-ce que tu manges seul ou avec des amis que tu as invités? Est-ce que tu manges lentement ou est-ce que tu prends ton temps? Est-ce que tu as pris toi-même soin de faire ta cuisine ou est-ce que tu as décongelé quelque chose? C'est plutôt tout l'enrobage des aliments parce que manger des radis, des poireaux n'en dit pas forcément plus que, voilà, je sais pas, mettre des chaussures noires ou marron. Par contre, comment vous les dégustez, avec qui, dans quelle ambiance, ça, votre rapport à l'alimentation en dit beaucoup de votre rapport à vous, à vos amis et au monde en général. La manière de manger aussi, c'est une attitude d'être bien aussi avec soi. Moi, il y a une époque de ma vie où, quand je mangeais trop, je mangeais vite et mal, parce que l'idée était de me remplir. Quand tout d'un coup, j'ai recommencé à manger doucement, pas trop doucement non plus, mais d'une manière assez saine, et où je faisais attention à ce que je goûtais, et je le faisais avec plaisir, ça a changé mon rapport à la nourriture aussi. Sûr. Et à vous-même, c'était corrélé. Et à les deux moi-même, étaient ouais, corrélés. tout à fait. Le week-end dernier, ma mère est venue à la maison Il et va elle nous absolument a raconter fait son anecdote. des crêpes mille trous, les fameux berlines, là. Crêpes mille trous avec du beurre et du miel fondu. Oh là là.
Eh ben, je suis désolé, il y avait une assiette entière et je ne pouvais plus m'arrêter. À un moment donné, c'était voilà, c'est Mais- impossible. Il a fallu que je fasse 3 heures de marche en forêt après pour éliminer tout ça. Mais Pour digérer. cette gourmandise-là, quand on ne peut plus s'arrêter, quand on est hors de contrôle, j'exagère à peine, mais Là, c'est pas seulement qu'on préfère ce qui est bon, c'est pas seulement qu'on le recherche, c'est que on n'arrive plus à s'arrêter et on perd l'autocontrôle. Le problème de la gourmandise, c'est lorsqu'elle n'est pas contrebalancée par l'autocontrôle, qui est le frein qui va faire qu'on avale juste ce qui nous fait plaisir et on ne va pas au-delà. Ça nous arrive à tous. Mais moi, je me souviens que vous avez dîné chez moi et vous étiez comme ça, donc ça vous arrive souvent. Il Non, quand c'est s'excusait, bon. il disait Non. pardon. non, mais quand pardon, c'est bon, quand c'est très très bon, Oui. c'est vrai que je vais Elle est- au-delà de ma faim. Qui avait Mais- cuisiné? Qui? Exactement, c'était très bon, c'était un très bon tagine. Mais c'est vrai que voilà. Mais après, j'ai quand même. Je me dis, bah, de toute façon, je vais faire du sport, je vais aller marcher, tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc du coup, il y a quand même un petit contrôle. Ouais. Mais André n'en a aucun. D'ailleurs, je vais mettre des petits bonbons à côté d'André. Vous allez voir Ah qu'il non, va mais les ça, finir c'était d'ici moi la fin de l'émission, c'est sûr. Alors, dans un instant, on va vous apprendre à manger gourmand et sainement avec le nutritionniste Patrick Serrog, n'est-ce pas, André, qui est en train de manger, de bouffer tous les bonbons. Alors, Agathe, vous n'êtes pas la seule à vous interroger sur la gourmandise. Les Français également. Sarah Cadour est allée accueillir leurs questionnements. Concentrez-vous, Christophe, il compte sur vos conseils. Alors, je vais vous montrer une petite liste des 7 péchés capitaux et vous allez me dire auquel péché vous céderiez le plus facilement. Entendu. Alors, orgueil, avarice, c'est la gourmandise. La gourmandise. La gourmandise. Ça a été rapide, hein? Et la gourmandise, c'est vrai, c'est un de mes péchés. Je dirais la gourmandise qui n'est pas un péché. Mon petit péché mignon, c'est le chocolat. Des brioches au chocolat. J'adore. Oui. J'adore. J'adore la religieuse au café, Les Saint-Honoré à la crème chantilly. le foie gras, les macarons bien travaillés. Une planche de charcuterie. Les bonbons. Vous en avez pas un dans votre poche là à me donner par hasard? Oh merci! Ce qui vous arrive de culpabiliser? Quand je rentre pas dans un pantalon, ça m'arrive. Quand on prend un gâteau dans une pâtisserie en passant, on se dit mon Dieu, il va falloir que je fasse 4 heures de sport. Mon Dieu, un pain au chocolat, c'est 1h30 de footing. Non, je m'en fiche. Et vous avez bien raison. J'ai 98 ans. Alors, vous savez, Quel conseil donneriez-vous pour résister à l'appel de la gourmandise? boire de l'eau. Une fois qu'on l'a avalé, c'est terminé. Ça veut dire que ça reste dans les fesses 5 mois et dans la bouche 5 secondes. J'ai tendance à aller regarder combien de calories il y a dans un produit qui pourrait m'intéresser. Alors, dans la religieuse justement, combien de calories est-ce qu'il y a? 850. Et pareil, le pain au chocolat, vous savez qu'il y en a 490. Je peux vous dire que ça m'a calmé sur les pains au chocolat. À quel moment de votre vie perdez-vous le contrôle face à la gourmandise? C'est souvent quand j'ai un chagrin d'amour. Mais après, j'ai pas souvent des chagrins d'amour. Quand je suis stressée et quand je suis triste. Quand je m'ennuie. J'avoue que quand je suis extrêmement stressée, une petite religieuse me fait du bien. Alors je vous vois rigoler, vous avez eu un appel, c'est qui en ligne? C'est mon chéri qui me dit qu'il va me faire des soupes. Il va vous faire des soupes. Alors vous n'avez pas compris monsieur, c'est les brioches au chocolat pour madame. Vaudrait mieux des soupes en ce moment. Alors, on le voit dans le sujet, tous les Français sont gourmands. N'est-ce pas, Agathe? Oh là, qu'est-ce qu'il va me montrer? Waouh! C'est presque aussi bien qu'un Munster. Et nous allons d'ailleurs vous soumettre, Agathe, à la tentation de cette pâtisserie Oh là. signée François Perret, qu'on a la chance de recevoir en fin d'émission. Agathe, tenez bon. Et non, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez pas. Et en attendant, Christophe, je vous pose cette grande question qui va peut-être sauver Agathe du péché de gourmandise. Sauvez-moi. Avec joie. Les yeux dans les yeux, Christophe. Comment peut-on réfréner ses plaisirs gourmands? Alors peut-être, on va voir les choses positivement. Il ne s'agit pas de se freiner, il s'agit de favoriser le plaisir. Et pour favoriser le plaisir, on va d'abord se poser tranquillement. On ne mange pas en faisant autre chose, avec des tas d'autres activités. On est centré sur la nourriture, on respire bien. Et on va travailler avec tous nos sens. On va d'abord regarder. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Observer. Allez, ça y est, c'est bon. On va prendre le gâteau et le renifler, le sentir, le humer. Ah non, mais Voir. en plus, là, je vous assure que quand Ali a soulevé la cloche, il y a eu, vous savez, l'odeur du gâteau, quoi. Formidable. L'odeur de la pâte, là, du petit sablé. Déjà, vous comblez vos sens, la vue, l'odorat. Une petite cuillerée, un petit morceau, en étant attentive, oui, Je peux, là? à la consistance.
C'est dur et mou à la fois. Titre. Pendant ce temps, André dit après j'arrête. C'est la troisième fois. Après. Prenez un petit bout de chocolat quand même. Vous le mettez dans la bouche et vous ne mâchez pas et vous n'avalez pas tout de suite. Mais ça a l'air dingue. Prenez le temps. Ah, et puis on commence à mâcher lentement. Et ainsi, elle mange en pleine conscience, Agathe, c'est ça? Là, c'est la pleine conscience. Oui, oui. Bon, en C'est-à-dire, pleine ça- frustration, ça dépend de quel côté on est. Et si vous pouvez, est-ce que vous pouvez faire la différence entre les premières saveurs et puis celles qui arrivent en second, les arrière-goûts, puis avaler, Le goût de fond de langue. voilà, et avaler et laisser la bouche avec le souvenir de ce que vous avez mangé tranquillement. Et ça, c'est déguster en pleine conscience. Donc vous allez davantage satisfaire votre esprit, le plaisir va être décuplé, sans qu'il soit besoin de terminer le gâteau. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dans la tête une étude qui disait que le cerveau était programmé pour qu'on finisse ce qu'on avait dans son assiette et que donc il fallait se servir des petites portions, c'est vrai? Absolument, oui, oui. Et quand on étudie la taille des assiettes dans les tableaux de maîtres de peinture depuis plusieurs siècles, on s'aperçoit qu'elles ont tendance à grandir. Et aujourd'hui, sous l'influence américaine, on sait qu'on a tendance à consommer des portions trop grandes. Donc il faut se servir de petites portions ou s'auto-contrôler, se dire allez, je... Absolument. Et vous savez, moi, ce que je disais à mes patients ou mes patientes qui avaient tendance à finir en me disant « Mais docteur, je ne vais pas le jeter », je dis « Ah bon ?» Donc, plutôt que de le jeter dans la poubelle, vous le jetez dans votre estomac. Donc votre C'est corps comme ça. est une poubelle. C'est comme ça que vous vous traitez. Donc, l'idée de ne pas jeter ou de se forcer à terminer, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une idée de gourmand. Allez, on continue à tordre le cou à cet horrible dicton qui voudrait que la gourmandise est un vilain défaut, en compagnie du nutritionniste Patrick Serrogue. Bonjour, docteur Patrick Serrogue. On est tous ravis de vous recevoir. Alors, pourquoi est-il important de ne pas culpabiliser quand on déguste une gourmandise? Et quels sont les risques psychologiques à réfréner cette gourmandise? C'est horrible de de se sentir coupable de manger. C'est terrible, finalement, parce qu'on a une perte de contrôle. Et c'est cette perte de contrôle qui entraîne tant de difficultés à le vivre. Non, la gourmandise, c'est un art. Et donc, il faut le cultiver, finalement, contrairement à ce qu'on a vu au Moyen-Âge, où c'était l'avidité de manger. Aujourd'hui, c'est un art de manger. Et finalement, il faut pouvoir le faire entrer dans son quotidien. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre avec les patients, tout simplement. Et quels sont les liens entre gourmandise et culpabilité? La gourmandise, c'est un acte qui devient culpabilisant à partir du moment où on ne peut plus s'arrêter. C'est toujours la même chose. C'est quand ce que vous avez décrit tout à l'heure, quand vous ne pouviez plus vous arrêter de manger ces magnifiques sucreries, et à ce moment-là, ça devient très culpabilisant. Je n'ai pas culpabilisé. Non, vous avez cherché les moyens de ne pas l'être. Donc Oui, vous avez c'est vrai. couru, vous avez marché, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Bon, si vous ne l'aviez pas fait, là, vous vous seriez senti coupable. Oui, il est mignon, Non. il a 12 ans, là, regardez. Oui, c'est vrai, parce que Oui, il il abonde dans mon sens. Donc pour moi, c'est Oui. un mini-dieu, le docteur Patrick Serrogue. Oui, Vous avez compris ce qu'il faut faire avec les non, merci. Ne me tentez pas. Jusqu'au bout, André. Christophe, qu'est-ce que cette culpabilité, elle raconte sur notre rapport à la gourmandise? Elle raconte que, comme il nous arrive fréquemment de déraper, après coup, nous faisons le bilan de ce qu'on a fait, on n'en est pas content. Mais le problème, la culpabilité, c'est une émotion utile. Elle peut nous être utile, c'est-à-dire c'est un petit signal émotionnel qui nous dit là, ça a foiré, là, tu t'y es pas bien pris. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'exemple d'Ali était intéressant? Est-ce que sous l'aiguillon de la culpabilité, on s'est dit, bon, allez, 2 résolutions, la prochaine fois, mollo, et puis là, allez, tu vas courir, ça la dissoudra un petit peu. Il y a un bon usage de la culpabilité, puis un mauvais usage qui est de s'immobiliser, de se dévaloriser, de se faire du mal, et là, on ne se prépare pas à l'échéance suivante. La culpabilité, elle devrait augmenter notre expérience en nous disant, la prochaine fois, j'essaierai, peu à peu, on va évoluer de l'excès de gourmandise à l'art de la dégustation. Voilà. Patrick, est-ce qu'on peut manger gourmand, mais sainement? Si ce n'est pas le cas, mentez. Voilà. Mais dites-moi. Mais oui, on peut vraiment manger sainement et manger gourmand. Pour manger gourmand, il faut manger suffisamment. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne mangent plus suffisamment.
Vous savez, D'accord, on s'affame. on s'affame tout simplement parce qu'on a eu l'ère de l'abondance, puis ensuite tout le monde s'est mis au régime parce qu'il fallait maigrir, et puis finalement aujourd'hui les gens ne savent plus vraiment manger parce qu'ils ne mangent plus assez. Donc quand vous ne mangez pas assez, vous êtes attiré à des moments de la journée par un besoin nutritionnel qui va se faire au détriment des plats gras et sucrés. Et c'est ce qu'on va appeler soi-disant la gourmandise, mais en fait ce n'est pas de la gourmandise, c'est une compensation qui est faite. En fonction de l'approvisionnement qu'on a. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez des distributeurs avec des barres chocolatées et tout, c'est ce que vous allez prendre. Bon. Oui, bien sûr. Donc il y a tout à fait la possibilité, à partir du moment où on mange suffisamment, de pouvoir arriver à être gourmand. Vous pouvez donner quelques conseils vraiment concrets, des conseils de quotidien pour que nos téléspectateurs puissent être gourmands tout en gardant la ligne. Je ne sais pas, les 3 conseils qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs ce matin. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est de manger, on l'a dit suffisamment, c'est-à-dire de faire, ne pas manger un seul plat au cours d'un repas, mais de manger au moins 2 ou 3 plats. Une entrée avec un plat principal avec un fruit, et ne pas se contenter uniquement de ce peu nutritionnel finalement qu'on va avoir. Le deuxième conseil, ce serait de manger régulièrement. Si on a beaucoup de différences d'apport en aliments d'un moment à un autre au cours de la journée, au cours de la semaine, à ce moment-là, se crée forcément à un moment donné, sous les occasions, des envies et des occasions qu'on va regretter. Et le troisième conseil, c'est effectivement d'introduire des aliments vraiment plaisir, qui nous font plaisir, par exemple à la fin d'un repas, et d'en manger, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, une tarte au quantité maroilles, par raisonnable. Mais ça peut être une tarte, pas forcément tous les jours, mais au moins on y pense. On sait que 2, 3 fois, 4 fois par semaine, on va avoir ce plaisir, et à ce moment-là, on peut y arriver. La tarte au maroilles. On dit souvent que si on mange beaucoup de sucre, c'est parce qu'on ne mange pas assez de protéines et qu'il faut faire très attention aux protéines. Est-ce que c'est vrai? Alors les protéines, oui, parce que les protéines permettent de diminuer l'appétit, de couper la faim. Donc en fait, vous pouvez profiter pleinement de votre gourmandise si vous n'avez pas trop faim. Si vous avez très faim, vous n'y arrivez pas. Vous allez manger goulûment, obligatoirement. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, alors qu'est-ce que c'est vraiment les protéines, pour qu'on puisse bien savoir comment ne pas manger du sucre, comment ne pas se ruer sur le sucre? Il y a 2 types de protéines. Les protéines animales, avec les viandes, les poissons, les œufs. Et puis les laitages aussi, mais qui c'est un peu particulier. Et puis vous avez les protéines végétales, qui sont que de 2 types. Il n'y en a pas énormément. Il y a les céréales, donc le blé, le maïs, le riz, le millet, le sorgho, enfin on n'en mange pas beaucoup chez nous, du sarrasin. Et puis vous avez les légumineuses, qui sont très peu nombreuses. Les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les fèves, les haricots blancs, les haricots rouges. Et basta. Basta, comme le dit le docteur Serog, la gourmandise est-elle l'ennemi du régime? Eh bien non, du moins d'après, c'est Stan Gusman qui va nous le dire dans l'enquête de Bel et Bien. Jingle. Oui. J'aimerais Il est un comprendre peu comment ce coquin, bol a il est volé coquin et jusqu'à moi. gourmand. Bon appétit, Agathe. Merci. Et en attendant, on va quand même parler du régime. Alors, qui n'en a jamais fait un autour de cette table, franchement? Ne mentez pas, j'ai la preuve. Regardez, regardez. Christophe? Vous allez voir, vous en avez tous fait des régimes. Regardez. Ah, mais attention. Salaud. Avant, voilà, exactement. On va parler donc du régime parce que comme 6 Français sur 10, nous avons des kilos à perdre. Et Patrick, nous avons essayé tous ces régimes, on les connaît, vous savez, toutes ces pubs qui prétendent nous faire perdre 13 kilos en bouffant de la tartiflette matin, midi et soir. On n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, vous savez quoi, Patrick? J'ai fait un rêve. Comme Martin Luther King en son temps, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, il y avait Agathe, bien sûr, mais il y avait surtout la promesse d'un régime miracle, grâce auquel on pourrait maigrir tout en mangeant du gras. Eh bien, figurez-vous que ce n'était pas un rêve. Ce régime existe et nous l'avons retrouvé. Laissez-moi vous le présenter. Imaginez un régime qui vous proposerait par exemple en entrée une verrine d'avocat au beurre et bacon arrosé d'huile d'olive, en plat principal un gigot d'agneau mijoté dans de la graisse de porc, en fromage un plateau dégustation de Beaufort et Comté et en dessert farandole de fraises et fruits rouges accompagné de son croustillant de noix de macadam et pécan. Miam. Eh bien sachez que c'est possible de maigrir avec ce menu grâce au régime cétogène ou keto pour les intimes. Vendu comme le régime où on peut manger du gras, c'est le régime star des réseaux sociaux. Le hashtag keto génère à lui seul 24 millions de publications. Derrière ces apparats de
nouveauté, ce régime est pourtant vieux comme Michel Drucker, 100 ans d'âge au compteur. À l'origine, il a été conçu comme un traitement pour vaincre l'épilepsie, car les médecins ont constaté qu'en consommant beaucoup de gras, les malades étaient 1. Moins sujets à de violentes crises épileptiques, 2. Ils perdaient du poids. Heureux hasard, la médecine avait créé sans le vouloir un régime à base de gras, alléluia. Bref, derrière la promesse du manger ce que vous voulez et maigrissez en même temps, il y a un équilibre alimentaire à respecter pour que le régime cétogène fonctionne. Consommez au quotidien 80% de graisse, 15% de protéines et réduisez le sucre à 5% de votre alimentation maximum. Et ainsi, abracadabra, vous perdez du gras en mangeant. Mais alors physiologiquement, comment ça fonctionne ce régime cétogène? C'est très simple. En répudiant sucre rapide et sucre lent de mon alimentation, je crée une carence. Or, mon corps a besoin de sucre, notamment pour le bon fonctionnement de certaines cellules élémentaires comme celle du cerveau. Pour les alimenter en énergie, il faut trouver une solution. Et c'est là qu'intervient la cétogénèse, qui va entraîner la dissolution de nos tissus adipeux, entendez nos bourrelets et autres réserves de graisse, et ce pour aller y puiser le sucre manquant à nos cellules. Et c'est ainsi qu'on maigrit. Ça, c'est pour les côtés positifs. Car si on lit entre les lignes du contrat, on se rend compte que ce régime a des effets secondaires pour le moins dérangeants. En plus des risques de forte fatigue liés aux carences en fibres, minéraux et vitamines, il vous apporte hélas sudation à outrance et mauvaise haleine. Alors oui, on est mince, mais on pue. Vraiment on pue. Après, c'est à vous de voir. Alors Patrick, est-ce que le régime cétogène fonctionne vraiment? Quels en sont les risques? Alors, fonctionner, il faut s'entendre sur le mot fonctionner. Bien sûr, si vous faites un régime cétogène, vous maigrissez. Obligatoirement, comme tous les régimes d'exclusion. C'est toujours la même chose. Que si vous supprimez le gras, vous aurez exactement le même résultat. Alors, le régime cétogène a été utile, c'est vrai, pour les épileptiques, et aussi, il est utilisé par certains diabétologues dans certains cas de diabète qui peut être utile. Mais pour la population générale, ce n'est pas une bonne idée. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que vous augmentez énormément la quantité de graisse que vous mangez, et ça peut être dangereux pour une partie de la population au niveau du risque vasculaire que cela porte, puisqu'il y aura des dépôts qui peuvent se mettre au niveau des artères. Et le deuxième, c'est que nous savons que tous ces régimes-là, vous ne pouvez pas les suivre longtemps, parce que socialement, c'est extrêmement difficile, parce que vous vous lassez évidemment de ce régime-là et que vous regrossissez après. Mais il est séduisant, ce régime, parce qu'on peut s'autoriser des tas d'aliments gourmands, la charcuterie, le fromage. Voilà. Tout régime restrictif qui bannit un nutriment est toujours séduisant parce qu'on peut exagérer l'autre partie. Voilà, c'est ça. Alors, tout un tas de régimes ont vu le jour, Patrick, notamment le régime cétogène. Je vais vous en citer quelques-uns et à chaque fois, Patrick nous dira s'il fonctionne et vous nous donnerez de 1 à 10 l'indice de gourmandise pour chacun d'entre eux. D'accord? D'accord. Alors, on va commencer. Premier régime, le jeûne intermittent. Est-ce que ça fonctionne? Et l'indice de gourmandise, Patrick, s'il vous plaît. Alors, ça consiste à s'affamer pendant 12 à 15 heures. 12 à 16 heures. Voilà. Oui, alors de 12 à 15 heures environ le jeûne intermittent. Oui, alors ça peut fonctionner chez certaines personnes, chez d'autres non, et on ne sait pas très bien pourquoi. Pourtant, il y a bien une réduction de l'apport alimentaire, mais ça peut rester extrêmement savoureux. Tout simplement parce que c'est juste une interruption de l'alimentation pendant 14 à 16 heures. On va dire, on dîne vers 19h et on ne mange plus rien jusqu'au déjeuner du lendemain. Exactement. Moi, c'est ce que je fais. Moi aussi, Voilà. c'est ce que je fais. Parfait pour moi. Voilà. Et ça fonctionne, le résultat est sublime. Mais non, mais c'est vrai. Il y a plus j'ai de perdu mes résultats kilos de chez vous que grossesse chez grâce moi. à Hein. Il doit y avoir... ça. Non, mais ça a mis du temps. C'est encore mieux si c'est couplé avec de l'activité physique. Oui. Et l'indice de gourmandise de 1 à 10, du coup? Ah oui, là, il est très bon. Il peut être à 10, puisque ça ne va rien changer à votre alimentation. Pas mal, ok. C'est ça que j'aime bien dans ce régime. Autre régime, le régime hyperprotéiné qui consiste à ne manger que des blancs de poulet et des œufs matin, midi et soir. Est-ce que ça fonctionne? Quel est l'indice de gourmandise? Ça fonctionne très bien comme les autres régimes. C'est ce que nous faisions il y a 45 ans en nutrition. Ça fonctionne très bien, sauf que c'est insupportable. Vous pouvez faire ça à 3 semaines, 4 semaines, mais après, c'est pas possible. 3 semaines, 4 semaines, moi j'ai fait ça 3 jours, je suis devenue dingue. J'étais de tellement mauvaise humeur que mes enfants m'ont dit, mais mange. Voilà. On a la bouche sèche. C'est atroce. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile pour certains. Et effectivement, dans l'indice de satisfaction, c'est 0. Et c'est très mauvais pour les reins. Alors, non. Ah bon? Oui, j'ai entendu dire ça. Ben, c'est très bien parce que vous démontez une idée reçue. On m'a souvent dit que le régime hyperprotéiné était mauvais pour les reins. On a longtemps pensé que l'excès de protéines posait un problème rénal au niveau des néphrons en les déchirant, à cause de l'élimination des acides aminés. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai, sauf pour certaines personnes qui effectivement ont une insuffisance rénale modérée ou importante. Alors là, c'est tout à fait interdit. Mais pour la population, on sait qu'on peut monter très haut en protéines. On le voit également, par exemple, chez les gens qui font de la musculation. Ils sont obligés de supplémenter en protéines pour augmenter leur masse musculaire.
et ils n'ont pas d'insuffisance rénale. Dernier régime ou un autre? On va voir. Ce régime-là, c'est le régime qu'on connaît tous, qui est le régime à base de recettes toutes faites qu'on vous livre chez vous. Vous les connaissez, on voit plein de pubs là-dessus à la télé. Est-ce que ces régimes-là fonctionnent? Alors, ces régimes-là fonctionnent à partir du moment où le taux calorique est inférieur à la quantité calorique que vous mangez avant, ça fonctionne. Sauf qu'en général, c'est pas très bon. Donc, sur l'indice de gourmandise, c'est vraiment très bas. Et surtout, ce sont souvent des aliments ultra transformés. Oui. Et quand vous mâchez ces aliments-là, tout près, qu'on vous livre à la maison, ils ont un goût quand même assez particulier parce que vous sentez tous les additifs. Donc, vous allez vous jeter en réaction sur le chocolat, sur la pâte à tartiner, etc. Parce que vous êtes quand même très frustré. Ouais. Au niveau du goût, vous êtes frustré. Oui, complètement. C'est vraiment pas bon. Patrick, j'ai un dernier régime, celui-là, il me plaît. C'est le régime Le Caron qui consiste à manger de l'alcool à chaque repas, selon le dicton qui boidine. Alors, est-ce que ça fonctionne? Parce que Madonna l'a fait, hein, regardez, elle a emprunté le régime Le Caron, vous allez voir les images. Je suis une grande influenceuse. Voilà. Alors, avec modération, bien sûr, mais Patrick, est-ce que le régime Le Caron fonctionne? Alors d'abord, manger de l'alcool, c'est curieux pour moi, mais boire de l'alcool, je veux bien. Ça, c'est la première réserve que je mets. Et puis la deuxième, bien sûr, l'alcool, vous le savez, est un toxique et que ce toxique, nous avons déjà beaucoup de difficultés à l'éliminer. Alors si on boit que de l'alcool, ça va certainement mal se passer. Dites-moi, Stan, vous allez continuer longtemps à parler de vous au travers de mes histoires à moi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ça s'appelle la projection en psychanalyse. Oui, c'est ça. Patrick, pour résumer, quel serait le régime le plus gourmand, celui qui frustrerait le moins nos papilles? Pour avoir un régime gourmand, il faut d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, bien manger. Et après, ça va être de choisir des aliments à déguster que l'on aime particulièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'on mange par exemple que moi qui adore le fromage, est-ce que si je fais un repas uniquement constitué de fromage, c'est mieux que si j'ai mangé avant une petite entrée, une entrecôte salade et voilà. C'est pas une bonne idée de ne faire qu'un repas de fromage, sauf de temps en temps. Si vous avez envie, vous le faites de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Mais si vous vouliez le faire souvent, ça serait pas une bonne idée. C'est ça. Il vaut mieux que vous... Si vous voulez une grande quantité de fromage, il faut mieux... Je veux une grande quantité de fromage. Alors voilà, il faut vous dire, certains jours, je vais prendre vraiment une grande quantité de fromage, mais vous allez quand même manger d'autres choses que le fromage au cours de ce repas. Et cela dit, avec le jeûne intermittent, je peux me permettre ça. Et ça, c'est quand même une révolution dans ma vie, mesdames et messieurs. Patrick Serrogue, restez avec nous. Et je conseille d'ailleurs votre livre que vous avez écrit avec Roselyne Lévy-Basse, Maigrir avec les recettes de notre enfance. Voilà, c'est un moyen de concilier gourmandise et régime de façon très très maligne, parce que vous réinterprétez, vous revisitez, j'ai horreur de ce terme-là, mais vous réinterprétez les recettes qu'on aime tant, le pot-au-feu, le bœuf bourguignon, etc., avec un goût régime. C'est pour pas moi. Le goût régime, c'est le goût du pot-au-feu en essayant de le rendre un petit peu moins calorique. Ah oui, il y a des recettes et tout. Ah oui, il y a beaucoup de... Alors on va continuer à parler de notre rapport complexe avec la gourmandise, avec le témoignage de notre journaliste Marie Traille-Stéphanie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors qui avez-vous rencontré cette semaine ? Alors aujourd'hui, je vous propose de tout remettre en cause. Et si le surpoids n'était pas dû à une mauvaise alimentation, ou plutôt pas que, et si les régimes ne servaient à rien, désolée de dire ça, si au contraire l'accumulation des régimes nous faisait prendre du poids, instaurer une relation toxique à la nourriture et détruisait notre confiance en nous. Eh bien, c'est fort de ces constatations que la jeune fille que j'ai rencontrée a décidé de mettre un terme à ce cercle vicieux et à changer son rapport à la nourriture. Et tout a commencé le jour où elle a découvert ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Ah, c'est ça que... Cette semaine, je suis allée rencontrer Mathilde, dite Matou, autrice de nombreuses BD. Et si elle confesse sa gourmandise... La gourmandise, pour moi, c'est associé à la générosité, à l'empathie, à la bonne humeur. Pour moi, ce sont des belles qualités, donc je suis assez contente d'être gourmande si ça implique aussi d'être généreux derrière. Quelle est votre gourmandise ultime ? La pâte à choux. Son rapport à la nourriture, lui, est complexe depuis son plus jeune âge. Dès l'adolescence, en fait, j'ai eu des remarques qui ont vraiment transformé mon estime de moi, l'estime que j'avais de mon corps et ce que j'étais. J'étais à mon cours de sport et le prof de sport dit c'est bien de bien réussir à l'école, mais ce qu'il faut aussi, c'est faire du sport, avoir un corps sain. Et il me dit ça vaut surtout pour vous, mademoiselle Mathilde. Voilà. Ouais, donc de l'humiliation quand même. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai que je pense que c'est une des seules personnes que je pourrais frapper si je la revoyais aujourd'hui. Au point d'avoir intégré la haine de son corps. Je
pense que je suis la première personne à être grossophobe envers moi-même. Mais ça, c'est lié à mon estime de moi qui est très très basse, qui est proche de moins 8000. Si bien qu'un cercle vicieux s'est installé. Quand j'étais jeune, je n'étais de toute façon pas grosse. Je suis grosse aujourd'hui à cause de 20-25 ans d'accumulation de régimes foireux. J'ai tout fait. J'ai fait les régimes où il fallait compter les points, comme si on faisait maths spé, là. Le régime où on mange que de la viande, hyper protéinée, des œufs, du jambon, même au petit-déj. J'ai aussi fait les régimes où il fallait manger que vert la première semaine, que blanc après. Être en restriction, c'est créer un trouble alimentaire pour moi. Matou entretient un rapport conflictuel avec son corps. Elle découvre que ses prises de poids ne sont pas seulement une question de calories, mais aussi d'émotions. Son état émotionnel joue sur ces fluctuations. En fait, moi, je mange les émotions. Je mange quand je suis triste, je mange quand je suis heureuse. À chaque fois qu'il y a une émotion plus ou moins forte, je sais que la nourriture va m'apaiser. C'est ça les kilos émotionnels, c'est de la nourriture doudou. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme des gros câlins, en fait. On mange des gros câlins qui sont de courte durée, mais c'est vraiment des bons câlins. Ce combat contre les régimes, pour l'acceptation de soi, vous l'avez aussi fait en BD. Il y a une page qui parle particulièrement des kilos émotionnels. Est-ce que je peux vous demander de la lire? Oui, bien sûr. Ah oui. Le poids que j'ai vraiment à perdre n'est pas forcément dans mes bourrelets, mes bras ou mon cul, il est dans mes peurs et dans mes angoisses. Donc, faut pas parler quand on ne sait pas. La montagne à gravir pour la perte de poids est bien plus remplie d'émotions à combattre que de calories. C'est exactement ça. Nous, on a appris à se détester très tôt, quoi. Et c'est ça qui enraye la machine? Bien sûr, en fait. Parce que je pense que quelqu'un à qui on dit mais voilà, tu es très bien comme tu es, etc. Si on m'aurait dit ça plus tôt, je ne pense pas que je ferais le poids que je fais actuellement. Comment on éduque des enfants sur les questions de l'alimentation? Je pense que ce n'est pas en lui disant qu'il faut qu'il fasse un régime à 5, 10 ou même 15 ans en fait. Ça ne sert à rien. Aller voir un nutritionniste à 10 ans, ça veut dire tu as un problème, il faut le soigner. Moi, ça me fait de la peine pour l'enfant. C'est déjà réduire son estime de soi. Il faut l'entourer d'amour. Et si ma fille était dans ce cas-là, j'espère que je saurais trouver les mots pour lui dire qu'elle n'a pas moins de valeur parce qu'elle a plus de poids. Et ça, c'est très important. Voilà, alors son témoignage est touchant parce qu'on voit les ravages de la pression de la société sur l'apparence, sur son poids, sur son corps. Et puis dès le plus jeune âge, elle était au collège. La découverte des kilos émotionnels a vraiment été une révélation pour Matou parce qu'au lieu de se concentrer sur sa nourriture, sur ce qu'elle mangeait, elle s'est enfin concentrée sur elle, sur ses émotions, ses sensations. Et je pense que c'est un peu la clé d'apprendre à s'écouter pour mieux manger finalement. Encore un beau témoignage, Marie-Treille Stéphanie. Patrick Serroc, vous avez été l'un des premiers à écrire sur les kilos émotionnels. Que pensez-vous du témoignage de Matou? Alors c'est vrai que lorsque finalement la vie devient très stressante et très difficile à vivre, il y a en fait deux parties dans les kilos émotionnels. Il y a une partie psychologique qui fait référence aux difficultés qu'on a vécues, et puis il y a une partie hormonale, parce que le stress va déclencher évidemment des réactions hormonales qui vont, elles... Le cercle vicieux dont elle parle. Oui, voilà, qui vont augmenter encore un peu plus finalement la lipogénèse, c'est-à-dire le stockage du gras dans le tissu adipeux. Mais dès le collège, ça peut commencer très tôt Oui, ça peut commencer très tôt. Il faut voir comment aussi était sa maman. Peut-être que sa maman, elle aussi, avait déjà des problèmes de poids. On trouve souvent ça dans les familles. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on engendre chez l'enfant, finalement, des problèmes qu'on a déjà vécu soi-même. Sur le stress, juste parce que je crois que vraiment il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a quand même deux types de personnes. Il y a les personnes que ça fait grossir. Et alors moi, en revanche, dès que j'ai un coup de stress, je perds 5 kilos. Je peux perdre 2 kilos en une journée, moi. Vous avez raison, on a des structures génétiques qui sont différentes les uns des autres. Pour certains, ça va être exactement le contraire de ce que l'on vient de voir. Et vous pouvez maigrir beaucoup et même quelquefois, ça m'est arrivé de voir des personnes qui allaient même jusqu'à l'anorexie mentale en déclenchant justement ce stress alors qu'elles n'avaient jamais eu auparavant un problème avec leur poids. Christophe, pourquoi après une journée de stress, on a envie de se jeter sur la pâte à tartiner, sur le chocolat? Quels sont les liens entre stress et alimentation? Il y a des conditionnements nombreux. C'est-à-dire, la nourriture, c'est une consolation. C'est-à-dire, ça ne règle rien.
mais ça fait du bien dans l'instant. Et donc, on est habitué depuis qu'on est tout petit. Le bébé, quand il tète, c'est le moment où il se sent le plus en sécurité. Pardon ? Arrêtez avec ça. Et donc, Non, on moi- a hérité Pardon. de cette association entre prise de nourriture et environnement sécurisé. Donc, c'est sans doute ces choses-là qu'on va chercher inconsciemment. Puis, il y a aussi, c'est quand les gens mangent pour se consoler, pour se réconforter parce qu'ils sont stressés, bien sûr qu'il va y avoir un effet des aliments. Souvent, on mange gras ou on mange sucré pour se faire du bien, mais ça met du temps, cet effet-là. Or, souvent, on se sent apaisé tout de suite parce qu'on est vraiment conditionné à associer le réconfort et la prise de nourriture. Mais malheureusement, instantanément ou très rapidement, la culpabilité Docteur arrive et Serog, cache le tableau. vous allez nous culpabiliser. Si à 18h, 19h, j'ai une envie de fromage, de chocolat, de pâte à tartiner, parce que j'ai vécu une journée stressante, j'y vais. Je ne me réfrène pas. Oui, là, c'est autre chose. Si vous avez besoin de fromage, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas assez mangé. Ça, on le sent très bien, c'est très différent. Soit vous avez un besoin de protéines, donc vous allez chercher du jambon, du fromage. À ce moment-là, il faut vraiment manger. Vous ne grossirez jamais avec ça. Ou alors, vous avez besoin effectivement de réconfort, comme vous venez de le dire. Et à ce moment-là, vous allez aller vers des plats qui sont plutôt gras et sucrés. Et là, ça peut jouer. On se réfrène ou pas ? Non, on ne se réfrène pas. Si on a ce moment où on a besoin de ce sucré, il faut le prendre. Parce que si on se réfrène, alors ça va être bien pire 2 heures plus tard. Il a bien fait de venir, Agathe. Mais comment je vous adore, docteur. Elsa, vous aviez une question ? Non, je voulais juste parler parce que justement, je l'avais pour ma chronique « On ne naît pas grosse » de Gabrielle Dédier, qui raconte exactement ce que dit Matou, c'est-à-dire c'était une fille qui était mal dans sa peau, mais qui était ronde, mais à force de voir des médecins, ses parents l'ont emmenée chez des nutritionnistes qui lui disaient mais il faut qu'elle se mette au régime. Elle avait une maladie hormonale. Elle avait une maladie hormonale, mais malgré tout, à force... Finalement, elle s'est détraquée complètement son alimentation. C'est une femme qui est aujourd'hui obèse. Et elle raconte aussi, et c'est pour ça que je pense à ça, c'est qu'elle raconte que dans la rue, par exemple, souvent, elle a entendu des mamans qui disaient à leurs enfants « Ne mange pas, sinon tu deviendras comme la dame ». Et c'est tout ça qui l'a fait aussi grossir. C'est tout ça, c'est toutes ces émotions, justement, qui l'ont aussi évolué, qui l'ont fait évoluer comme ça. Et vous avez raison, quand on a des enfants, on ne doit jamais les mettre au régime. On ne met pas un enfant au régime. C'est ce qu'on faisait il y a 50 ans, je sais. Mais aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas les mettre au régime parce que alors là, on les condamne au contraire à devoir grossir coûte que coûte. Ça veut dire qu'il faut quand même contrôler. Moi, je sais que j'ai un fils qui me réclame en permanence des gâteaux. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On leur apprend aussi à avoir autre chose que des gâteaux à la maison, par exemple. Oui. On peut avoir du pain et du chocolat. Oui. Ça fait moins envie que ça, en tout cas, peut-être, le pain et le chocolat. On n'est pas obligé, effectivement, de donner toujours le même aliment. Donc, il faut les accompagner là-dedans, mais on ne les met pas au régime. Voulez-vous venir vivre chez moi ? C'est une vraie proposition. Vous allez voir, on est bien. Il y a un petit chat, 2 enfants, tout à fait calmes. Merci Marie pour votre beau témoignage. Et merci docteur Patrick Serog d'être venu dans Bel et Bien. Je recommande vraiment votre livre « Maigrir avec les recettes de votre enfance ». C'est un livre qui nous déculpabilise. C'est un livre gourmand où on peut perdre du poids grâce à des bonnes recettes de bœuf bourguignon, par exemple. Voilà. Merci, c'était passionnant en tout cas. Merci. Bon, puisqu'on en est assez penché, André, je vous propose d'aller vous allonger et de vous confesser auprès de votre psy, Christophe André. Vous êtes sûr ? Oui. Docteur, j'ai un problème. Je suis gourmand, voilà, mais je suis gourmand de tout. Je suis gourmand de savoir, de curiosité. Et je me dis parfois que ma gourmandise pourrait être... allez, quand c'est pour des bonbons et tout, je peux me calmer. Mais il y a un truc sur lequel j'arrive pas à me réfréner, c'est les pensées amoureuses. Docteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut goûter à tout pour s'en rassasier ? Est-ce qu'il faut être frustré ? Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur ? Je ne sais plus. Eh bien,
Alors, je suis désolé, ce n'est pas une réponse sur mesure, mais ça va dépendre beaucoup des personnes. C'est le risque qui menace le fait de s'abandonner à tous ces désirs, c'est celui de la satiation, de la satiété, de la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. C'est-à-dire qu'il est probable que, mais c'est sans doute la même chose pour la gourmandise envers les plats, hein, celle pour le sexe, ou celle pour la vie, ou celle pour les livres, c'est que nous avons besoin aussi d'intervalles libres. Imaginons un très bon gâteau qui serait à notre disposition pour manger matin, midi, soir, etc. Ça ne nous satisferait pas. Alors, Donc vous n'êtes pas pour le régime monogame alors parce que... non. Ma femme était un très beau gâteau, elle l'est toujours d'ailleurs. Mais on peut aussi observer des intervalles libres avec le même partenaire. Ça, c'est un autre dossier qu'on ne traitera pas ici. Alors André, aussi étonnant que ça puisse paraître, vous êtes totalement normal. D'ailleurs, les plaisirs du sexe et de la nourriture sont associés depuis toujours. Et on pense notamment à la Goulue de Toulouse-Lautrec. Et c'est l'historien Florent Kellier qui en parle le mieux. La gourmandise et la luxure sont liées dès les premiers temps du christianisme. Dès le moment où on a commencé à codifier les 7 péchés capitaux, 2 vices charnels ont été associés, à savoir la gourmandise et la luxure, les deux étant compris comme des plaisirs assez similaires. Les deux sont considérés comme une forme de toucher. Le goût, dans la culture médiévale, est compris comme un toucher particulier. Et les deux sont considérés comme renvoyant au même type de plaisir, à savoir un échauffement, une sorte de chatouillement qui va entraîner un échauffement et qui va provoquer le plaisir. Et cette association entre la gourmandise et la sexualité, on va la retrouver jusqu'à nos jours. Si vous prenez le discours publicitaire occidental, très souvent, lorsqu'on évoque le plaisir gourmand, si vous avez une image féminine associée à ce plaisir gourmand, l'orgasme n'est jamais très très loin. On le voit par exemple pour le chocolat, pour ce type d'alimentation, ce type de denrées alimentaires. On joue totalement sur cet héritage du christianisme et sur cette association très forte entre la sexualité et la gourmandise. Bon bah voilà, on a le lien entre la gourmandise et la sexualité. Alors moi je suis très très gourmande et pourtant je ne fais jamais l'amour, André. c'est pas possible. Mais parce que vous ne regardez pas assez votre voisin, parce que vous allez voir qu'il y a des manques qui pourraient se combler. Qu'est-ce qu'il y a ? Parler de combler, c'est pour ça. Ok. Bon, en tout cas, on a parlé des injonctions à la maigreur qui ont fait tant souffrir Matou qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage. Et heureusement, à contre-courant, il y a un nouveau mouvement féministe qui voit le jour. Elles sont libres, elles sont belles, elles sont gourmandes, elles s'assument. Ce sont des ambassadrices du body positive. Et aujourd'hui, Elsa, vous avez décidé d'en parler. Ça s'appelle Wolinski invite. Oh yeah. Alors, le body positive, c'est justement de ne pas être dans les régimes. C'est d'être bien comme on est, d'être soi-même. C'est ça qui est quand même très, très important. Et le body positive, d'abord, c'est un mot. C'est un mot comme le féminisme, comme l'inclusion. Donc, c'est un mot qui a été pris... Moi, ça me fait toujours peur, ces mots-là, parce qu'ils sont pris par la mode. Ça devient des tendances, ça devient des courants. Et en fait, derrière ces mots-là, il y a des émotions. Derrière ces émotions, il y a des personnes. Donc d'abord, le body positive, c'est né dans les années 90, en 96 plus exactement, à l'initiative de 2 femmes, effectivement, 2 féministes engagées, Connie Sobczak et Elizabeth Scott. Et le body positive, il a pour but de pousser les gens à adopter une attitude d'indulgence, mais aussi d'affirmation vis-à-vis d'eux et de leur corps. Donc d'abord, de donner de la visibilité à des corps différents et de s'opposer à la norme de la beauté unique, blanche, hétérosexuelle, mince et valide. Je voudrais vous lire, parce que dans le livre de Virginie Despentes, Income Theory, elle dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, Gabrielle Dédier, elle l'a pris aussi dans son livre. Je vous le dis, je vous le lis. J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigites, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. Et en fait, c'est ça, effectivement. Et si aujourd'hui,
on pouvait être tous différents. Et si aujourd'hui, si on n'est pas, si on est un peu rond, si on est même obèse, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas se sentir bien dans sa peau comme on est et vraiment refuser toutes ces injonctions? L'injonction, c'est un mot, mais moi, j'ai eu 47 ans d'injonction. Donc, il m'a fallu plusieurs étapes. D'abord, j'ai lu le livre « On ne naît pas grosse » de Gabrielle Dédier. Et ensuite, j'ai été effectivement très encouragée par plein de jeunes, une jeune génération qui est sur les réseaux sociaux, comme Camille qui a créé le site Je m'emballe clito, qui parle du sexe, qui parle de la liberté de la femme, la liberté du corps, de Marion Seclin qui a fait un petit film dans lequel elle parle de son corps, où elle s'excuse, elle dit « Pardon mon corps, je t'ai aimé, je t'ai détesté, et aujourd'hui j'ai envie de t'aimer ». Et puis, il y a eu Abby Beach. Alors, Abby Beach, c'est mon bonbon un peu, c'est ma surprise, parce qu'Abby Beach, elle est danseuse, elle est militante, elle est activiste, elle est chorégraphe. C'est une femme extraordinaire. J'aime beaucoup, sur les réseaux sociaux, parfois on la voit avec son papa. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de son père sur le regard de sa fille. C'est aussi un personnage très important dans le voguing en France. Le voguing, elle vous expliquera mieux que moi ce que c'est. Elle a accepté d'être avec nous sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Abby Beach, s'il vous plaît. Bonjour Abby, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Parlez-nous un petit peu de vous, Abby Beach. À quel moment de votre vie vous avez dit maintenant stop les injonctions de la société, je supporte plus? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment précis? Déjà, je pense que c'est pas linéaire. C'est un processus et c'est un travail qui est en cours. Je pense que ça, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, c'est pas possible d'effectuer une sorte de frise chronologique dans l'avant-après. J'ai arrêté d'en avoir quelque chose à faire parce que c'est pas possible. Parce que voilà, les injonctions patriarcales, grossophobes, etc., elles sont très tentaculaires. Et elles ça mûrit en vous lentement. Et ouais, puis, ça prend du temps en fait à déconstruire. La déconstruction, c'est un processus, c'est vraiment pas quelque chose de marqué dans le temps. Et je pense que voilà, ma sortie de l'hétérosexualité en pleine conscience et ma rencontre avec le féminisme radical m'ont fait me dire que en fait, mon corps, c'était mon corps. Et ça semble assez basique comme ça, mais du coup, la conséquence immédiate devrait être qu'il m'appartient et que j'en fais ce que je veux comme j'ai envie. Alors, pour situer un petit peu quand même le moment, enfin, on a l'impression que vous avez trouvé votre place, quoi, et que tout à coup, vous avez dit « Ah, mais en fait, j'ai le droit d'être libre et d'être profondément ce que je suis », si j'entends un peu ce que vous dites. Donc, vous avez eu un Bac+5, vous avez eu un master à Sciences Po. Là, vous avez tout envoyé valser. Ouais. Vous avez décidé de devenir artiste. Vous êtes lancée dans la danse. Alors, pas n'importe quelle danse. Vous l'évoquiez, Elsa, c'est le voguing et le walking. C'est comme ça qu'on dit. Déjà, expliquez-nous ce que c'est et pourquoi est-ce que vous avez choisi ces danses-là. Donc, ce sont des danses de la communauté homosexuelle LGBTQI+, racisée, dont je fais partie, du coup. Et du coup... ces danses m'ont choisi de la même façon que je les ai choisies, quoi. Parce que quand j'ai commencé à faire de la danse, je me suis assez rapidement dirigée vers du coup le walking et le voguing. Et moi, je peux m'y essayer à ces danses ou pas du tout? Alors, je vois pas pourquoi. Et pourquoi tu vois, pas? c'est une question. Parce que c'est l'idée de la communauté, même si je sais que c'est très décrié en France de parler de communauté, a fortiori de communautarisme, parce que la France est quand même un des seuls pays où la communauté est controversée, l'idée même de communauté est controversée. C'est de créer un espace-temps qui soit safe pour les personnes qui vivent des oppressions à l'extérieur de cet espace-temps. Du coup, les personnes là, LGBTQI+, racisées, qui sont à l'intersection du racisme, du sexisme, de l'homophobie, fait que nous vivons des oppressions de façon générale dans le monde. Et que du coup, par résilience, par résistance politique, nous créons des espaces-temps qui sont plus safe, où on peut être célébré, où nos corps, justement, sont célébrés. En quoi le fait que Stan, qui fait un pas, entre guillemets, vers cette communauté, ce ne soit pas sécurisant pour vous? C'est un pas vers vous? Ça peut être un pas de spectateur. C'est hyper bien, on adore qu'il y ait des gens qui viennent nous voir. Mais la scène, elle est pour nous. Et Elsa, elle pourrait faire partie de la communauté, par exemple, parce qu'on parlait de Stan? C'est aussi un enjeu de responsabilité individuelle, c'est-à-dire que si vous vous sentez légitime à venir essayer de faire partie de cette communauté, c'est votre enjeu de personne et de votre intégrité. Merci beaucoup, Abby Beach, d'être venue partager sur ce plateau. Merci beaucoup, Abby Beach, d'être venue chez nous. Merci, Abby Beach.
Allez, à vos papilles, sans transition, il est temps de passer à la pratique. On a le plaisir de recevoir le meilleur chef pâtissier du monde, le chef pâtissier du Ritz, François Perret, qui a réalisé le défi le plus fou, allier le sain et le gourmand. Ça méritait bien un coup de cœur de la rédaction. Bienvenue sur notre plateau, François Perret. Vous n'êtes pas venu les mains vides et on vous en remercie. Vous êtes la star du programme The Chef in a Truck, disponible sur Netflix. Vous êtes parti à l'assaut des États-Unis pour revisiter les classiques américains. Les codes de la gourmandise ne sont pas les mêmes qu'ici. On est bien d'accord, François Perret? C'est pas exactement les mêmes codes? En fait, ce que j'ai vraiment remarqué là-bas, c'est que déjà, ils mangent avec les mains, beaucoup dans la rue. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on n'a pas le même rapport à manger quelque chose avec les mains qu'à le manger avec une cuillère. On est en direct avec le produit. C'est vrai, les hot dogs, les hamburgers, c'est avec les mains. Et du coup, on a la primeur, je dirais. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur la gourmandise américaine par rapport à notre gourmandise française? Elle est décomplexée de par le fait déjà qu'elle se mange avec les mains. Donc, je trouve qu'elle a un côté beaucoup plus accessible. Elle se met en gobelet, on peut la manger à n'importe quel moment. Et disons qu'il n'y a pas tout ce cérémonial qu'on essaye de faire, nous, en France. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans le nouveau lieu qu'on a ouvert aujourd'hui. Ça, c'est clairement un produit que j'avais réfléchi aux États-Unis en voyant la dynamique. L'idée, c'était de faire un gâteau en marchant. Donc j'ai fait un millefeuille à manger en marchant. Et ça marche merveilleusement bien. Et je trouvais que c'était un peu un pied de nez au millefeuille, parce qu'on sait tous que c'est compliqué de le manger. Alors là, justement, vous parlez de votre nouveau lieu, on est bien en France. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revisiter ces pâtisseries d'antan, là, ce que vous avez devant vous? J'ai toujours aimé le côté ludique des choses. Je trouve que c'est un métier qui est très rigoureux, qui nous demande quand même vraiment une grande minutie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir apporter des formes un peu plus rondes, un peu moins strictes, avec un côté souvenir, notamment sur le riz de Soleil, ou même sur l'entremets marbré, je trouve ça très drôle. C'est un côté un peu faux. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a tous connu, quoi. Quelles sont les autres pâtisseries? Il y a quoi? J'y connais rien, moi. Alors là, on a la tarte aux figues, on a l'entremets marbré, et on a la tarte à la myrtille. Oh là là, non mais qu'est-ce qu'il y a dans votre petite boîte? Alors là, dans la petite boîte, j'ai des madeleines. Voilà. Bon, on va déguster quand même. On va déguster. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je veux bien me sacrifier. Le pain au chocolat a pris une autre forme aussi. L'idée, c'était de pouvoir le manger facilement et de le tremper. Non mais là, à la vue simplement, on comprend pourquoi vous êtes le meilleur pâtissier au monde. Et au goût, Stan, petite dégustation. Qu'est-ce que vous dégustez là, Stan? Ma maman ne lui a pas parlé la bouche pleine. Il ne peut même pas parler. Alors justement, vu que tout le monde a la bouche pleine, vous détenez, François, la clé de notre bonheur. Parce que donc là, vous préservez évidemment le goût des desserts, mais en même temps, ce sont des desserts qui sont super légers. Alors, si je devais définir un petit peu ma pâtisserie, je dirais que l'idée, c'est d'avoir le maximum de volume et le minimum de poids. J'adore avoir un gâteau très généreux, parce que je trouve qu'il doit déjà nous séduire et nous attirer par l'œil. Il y a beaucoup de séduction dans la pâtisserie. Ah oui. Et en même temps, quand on met la cuillère dedans, on doit se dire... on doit presque être surpris de sa légèreté. Quand on le voit, on se dit, voilà, ça va être compliqué. Je pose le pain au chocolat dessus. Dans une boulangerie, la feuille serait toute grasse. Et là... Oui. Non, mais c'est délicieux. C'est vrai que... Oh la vache, regardez ce qu'il y a dedans, le chocolat blanc. Là, on est sur du riz au lait, par exemple. Pétard. Oh, dis donc. Non, mais... Et quand je le vois manger, moi, c'est ma récompense. Assieds-toi. Attention, ça va tomber. Celui-ci, c'est passion, avec un riz au lait et un sablé breton. Bon, alors je précise que si vous voulez goûter au délicieux dessert, je crois que c'est un euphémisme, de François Perret, vous pouvez, si vous êtes en région parisienne, vous pouvez vous rendre au comptoir du Ritz, et comme ça vous verrez François dans ses œuvres. Et là, Christophe, vous êtes en gourmandise contrôlée. Comment ça se passe? Pourquoi ne goûtez-vous pas ces merveilles? Je n'ai pas encore choisi ce que j'allais faire. C'est ça. Je me disais aussi quand même. Mais je pense que ce qui est important, la gourmandise a beaucoup changé aussi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, la pâtisserie, c'est beaucoup plus adapté que les industriels notamment. Et on cherche aujourd'hui à avoir des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus équilibrées en sucre. Comment vous procédez d'ailleurs? En fait, moi, c'est très simple. Quand je fais un gâteau et quand je le goûte, je me mets un verre d'eau à côté. Si je prends le verre d'eau, c'est que c'est trop sucré. Ah, c'est vrai. L'idée, c'est de jouer avec le sucre. L'idée, c'est de faire en sorte... Il y a certaines recettes, on ne pourra pas faire en sorte qu'ils soient moins là, mais en tout cas, gustativement,
on peut apporter quelque chose de plus sympa et de moins écœurant. Et c'est là-dessus que je me bats. Là, aujourd'hui, la tarte à la myrtille, par exemple, elle est levée dans une meringue parce que je trouvais que c'était joli et que ça mettait en valeur le fruit. Par contre, en dessous, j'ai une crème aigre. Donc, j'ai une crème épaisse qui est plus assimilée à de la cuisine, mais qui permet de contrebalancer un petit peu le sucre. Oui, tout est une question d'équilibre. Hein. Tout est une question d'équilibre. La crème sous la figue, par exemple, n'est pas sucrée. Ah oui. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui veulent pâtisser ce week-end et moins sucré tout en restant gourmand? Eh ben, je dirais que ne pas mettre le sucre partout. Par exemple, là, je vous parlais de la tarte aux figues, la crème n'est pas sucrée, la crème qui est sous la myrtille n'est pas sucrée. La myrtille est un produit qu'on met tel quel, on ne le transforme pas. C'est-à-dire qu'en fait, le sucre du fruit se suffit à lui-même, c'est ça? C'est ça. D'accord. Dans le riz de Soleil, par exemple, le sablé breton est forcément sucré, le caramel aussi, mais le riz au lait, lui, n'a pas de sucre. On peut faire un petit tour de table quand même sur vos réactions à ce que vous avez goûté. Parce que moi, là, ça y est, c'est délicieux. Je suis en train de terminer ce riz au lait, mais c'est une tuerie. Très, très bon. Et c'est très léger, c'est vrai. Moi, en région, on me menace de rapporter un maximum de gâteaux, sinon je suis viré. Donc, enfin, il faut une science particulière pour faire des gâteaux comme ça, non? Non, il faut de l'amour, de la passion, et puis surtout, il faut aimer faire plaisir. Mais vous m'aimez ou pas? Parce que c'est juste pour savoir si vous allez me faire beaucoup de gâteaux. Merci beaucoup. Alors, si on accompagnait ces desserts d'une autre sucrerie tellement agréable, bien sucrée mais pas trop, très équilibrée, la traditionnelle séance de musicothérapie du docteur Manoukian. Venez avec nous, évidemment, François. Évidemment, moi, je prends le gâteau avec. Viens voir le docteur. Alors, j'avale, vous m'excusez. Alors, André, vous allez nous faire deviner des chansons, évidemment, en rapport avec le thème du jour, c'est-à-dire la gourmandise. Tout le monde joue, hein, voilà, François aussi. Vous aurez le droit à quelques indices si besoin, mais André est un tel virtuose que généralement nous n'avons pas besoin. Petit quiz, c'est parti. Première chanson qui parle de quelque chose qui se mange. C'est tellement facile. Il n'y a pas d'indice? Alors peut-être un indice en image là, parce que regardez, tout le monde sèche. Malgré le fait que... Ah oui, ok, c'est bon. Allez, Mistral gagnant. Ah, je l'avais en plus, c'est pas grave. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et les Regarder cocottes les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts. Alors dans cette chanson, il évoque les bonbons de son enfance parce que même au moment où il va l'écrire, il n'y a déjà plus de Mistral gagnant. Il évoque les 40 sacs, ça il y en a encore, je m'en suis goinfré tout à l'heure, les Coco Boer, moins, Roudoudou, bon, Minto et Mistral gagnant. Et ce qui est bizarre, c'est que cette chanson, il l'a fait à Los Angeles. Il est loin de sa famille. Il fait cette chanson pour sa fille. On le sait, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour à sa fille, à l'enfance de sa fille, mais aussi à son enfance. Donc il y a un double exil. Il y a l'exil de la situation. Je suis à Los Angeles, je dois faire un album. Je suis un peu dans le stress quand même. On attend des trucs quand je rentre. Et tout d'un coup, il se lâche complètement. Cette chanson, il va l'écrire en quelques 20 minutes, alors qu'il était censé avoir fait tout l'album. Il appelle sa femme pour lui dire « Écoute, je viens d'en rajouter une, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que je vais la mettre sur l'album, parce qu'elle est trop intime, elle parle de mon amour pour ma fille, et puis ça va pas intéresser les gens. » Et l'autre, sa femme de l'époque, lui dit « Mais si tu chantes pas cette chanson, si tu la mets pas sur ton album, je divorce. » Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire quelque part les artistes ne se rendent pas compte, j'allais dire, de leur puissance. Du potentiel d'une chanson, et parfois même ils vont contre. Et finalement, les chansons qui vont nous plaire le plus, c'est les chansons qui sont la plus intimes. Cette chanson, elle va être classée la meilleure chanson française du siècle dernier, pratiquement. Voilà, une chanson qui parle de... Allez, on continue avec une deuxième chanson gourmande. Ah. Alors, on est toujours aux États-Unis cette fois-ci. On est nuls aujourd'hui. Allez, un indice. Ah, ok. Alors ouais, elle a trouvé, Elsa. Marmelade. C'est quoi la phrase? Je veux coucher avec. Je veux coucher avec toi. Comment? Pardon? Ah, ça y est.
Ça, c'est Super Soul, style New Orleans. Alors, cette chanson, elle a été écrite dans un premier temps pour un groupe qui n'a pas du tout trouvé le public, comme on dit. Ce groupe s'appelait The 11th Hour. On va écouter la première version de The 11th Hour. Alors, le tempo est plus lent. On est un peu plus en Jamaïque, là. On est plus New Orleans, vous avez raison. La Nouvelle-Orléans, c'est la capitale des Caraïbes. Toutes les musiques créoles sont là. Et du coup, c'est une chanson un petit peu presque trad et tout. Il y a un producteur qui va dire il y a du potentiel. Il va mettre le groupe de Patti LaBelle, des nanas super trop belles et tout. Et tout d'un coup, la chanson va exploser. Alors, la légende veut que c'est des chanteuses américaines qui ne comprenaient pas ce qu'elles chantaient. Voulez-vous coucher avec moi? Et un jour, il y a une gonzesse qui croise Patti LaBelle et qui dit mais tu te rends compte de ce que tu chantes? L'autre elle fait bah non, je suis pas sûr. Mais ça fait rien, donc c'est encore plus savoureux évidemment. Si on pense qu'elle ne savait pas ce qu'elle chantait. Voilà. Merci beaucoup André, merci Patrick Serrogue et merci François Perret de nous avoir fait saliver, de nous avoir régalé. Et merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Alors Ali, on vous retrouve tous les jours, bien entendu, à 10h05 pour votre émission sur France Inter, qui s'appelle, je vous le rappelle, Grand Bien vous fasse. Et vous Agathe, dans la maison des maternelles qui cartonne tous les matins à 9h30 sur France 2. 9h25 pour être très précis. 9h25. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne, évidemment. Faites-vous du bien ce week-end. Vive le bien-être. Bon week-end.